La dernière partie de ces séances est festive, si je peux ainsi m'exprimer. Nous allons procéder à la remise par M. Emmanuel Anon du prix GSK à la lauréate, qui est Sophie Lucas. Donc ce prix est décerné par un jury qui est constitué par des membres des académies de médecine, francophones et néerlandophones. Je remercie Alain Raderplage, je ne sais pas si tu es là, je n'ai pas l'impression, qui a présidé ce jury, et les autres membres de notre académie étaient, mesdames et messieurs, les professeurs Dominique Lison, Marc Parmentier, Bernard Loiret, Jean Conton et Nathan Plumec. Merci à vous. Installe-toi calmement. Voilà, on va t'aider. Alors, Sophie Lucas, je vais la présenter brièvement. Elle va vous expliquer quelques éléments des derniers résultats qui lui ont valu ce prix, et puis le prix sera donné et introduit par M. Anon. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ça, c'est formidable. Alors, Sophie Lucas est liégeoise d'origine. Elle a étudié la médecine à l'UCL, ça c'est parfait, et elle a tout de suite décidé de faire de la recherche. Elle a rejoint le laboratoire du professeur Thierry Beaune à l'Institut Ludwig pour la recherche sur le cancer à l'UCL. Elle a fait sa thèse là-bas, et puis elle est partie faire un postdoc pendant 2 ans à San Francisco, chez Genentech, dans le laboratoire de Frédéric de Sauvage. Elle a travaillé sur les nouvelles cytokines de cette époque-là. Ensuite, elle est rentrée en Belgique en 2004. Elle a commencé son propre groupe de recherche, et elle s'est très vite intéressée aux lymphocytes T-régulateurs, donc ces cellules suppressives qui fascinent les immunologistes et qui ont probablement dont la compréhension du fonctionnement a probablement des implications thérapeutiques. Elle a découvert ce qui est probablement un mécanisme important d'immunosuppression par ces cellules. Elle va vous en parler, c'est l'objet du prix. Donc, Sophie, tu as la parole. Merci de cette introduction. Vous voulez que je mette un micro? Je prenne celui-là? Voilà, j'espère que vous m'entendez. Donc, merci bien pour cette introduction. Merci GSK pour le prix, GSK Racine, qui, je ne suis pas la première à être récompensée de ce prix, et je pense que c'est très important pour la communauté scientifique d'avoir la possibilité de recevoir ce genre de prix. Donc, merci aussi. Puis merci au jury, dont j'apprends la composition aujourd'hui, de m'avoir sélectionné. Voilà. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de vous présenter en quelques dias, quelques minutes. J'espère que je ne vais pas être trop longue, parce que nous avons entendu quelques exposés, tous absolument passionnants d'ailleurs, aujourd'hui. Et donc je vais essayer de vous résumer en quelques dias les recherches qui ont mérité, qui ont été couronnées par ce prix. Alors d'abord, je vais insister sur le fait que ces recherches sont le fruit des travaux faits par une équipe, mon équipe, qui est une équipe de très jeunes chercheurs, très enthousiastes. Et nous travaillons tous ensemble à l'Institut de Duve, qui est un des 5 instituts de recherche du secteur santé de l'Université catholique de Louvain, comme Pierre l'a dit. Alors, très brièvement, et merci à Daniel Olive d'avoir fait cette introduction extraordinaire sur l'immuno-oncologie, l'immunothérapie du cancer, ça va me permettre d'aller très très vite. Nos travaux portent dans le domaine de l'immunité antitumorale. Celle-ci est essentiellement médiée vers les lymphocytes T, et ça nous le savons grâce aux travaux très originaux du professeur Thierry Beaune, qui a pu montrer qu'effectivement, chez la plupart des patients qui souffrent de cancer, on peut détecter des réponses immunitaires essentiellement constituées de lymphocytes T, qui sont capables de reconnaître des antigènes spécifiques de tumeurs présents à la surface des cellules tumorales. Et si ces lymphocytes T effecteurs sont de type cytolytique, ils peuvent en fait mener à la destruction des cellules tumorales. Alors bien évidemment, chez les patients cancéreux, ces réponses immunitaires, ces réponses T antitumorales sont probablement paralysées, sinon nous ne détecterions pas de cancer chez ces patients. Et de multiples facteurs immunosuppresseurs contribuent à cette paralysie. Les lymphocytes T-régulateurs, qu'on appelle très souvent Treg, sont en fait un de ces multiples facteurs immunosuppresseurs qui contribuent à la paralysie des réponses immunitaires antitumorales chez les patients cancéreux. Alors,
depuis de très nombreuses années, mon équipe et moi cherchons à comprendre, en fait, comment ces lymphocytes T régulateurs peuvent supprimer les réponses immunitaires T antitumorales. Et notre objectif, à long terme, un peu moins fondamental, est d'essayer de développer des approches qui nous permettent de manipuler les mécanismes moléculaires que nous aurions mis en évidence afin de diminuer cette immunosuppression exercée par les Treg sur les lymphocytes T antitumoraux et donc de restaurer l'immunité protectrice antitumorale. Alors, étudier les mécanismes immunosuppresseurs des lymphocytes Treg humains n'est pas chose facile. Ces cellules sont rares, elles sont difficiles à isoler, et donc nous avons choisi une approche qui s'est révélée fort utile, qui a été de dériver des clones de lymphocytes Treg humains. Et nous avons comparé ces clones Treg par transcriptomique à des clones de lymphocytes T non régulateurs afin d'essayer d'identifier des propriétés fonctionnelles qu'on ne trouverait que chez ces Treg. Alors, ça nous a pris un petit temps, mais la seule propriété vraiment spécifique aux Treg que nous avons pu mettre en évidence est en fait liée à la capacité des Treg à produire une cytokine puissamment immunosuppressive qu'on appelle le TGF-bêta. Alors, les lymphocytes T régulateurs produisent le TGF-bêta sous la même forme que celle qui est produite par virtuellement toutes les cellules du système immunitaire, c'est-à-dire une forme latente. Toutes les cellules du système immunitaire produisent le TGF-bêta1 sous cette forme latente qui est représentée ici, où vous voyez que la cytokine active, le TGF-bêta mature, qui est représenté en vert, reste en fait associée de manière non covalente à un peptide qui s'appelle le Latency Associated Peptide, ou LAP, qui est représenté en noir ici. Et cette association au LAP empêche l'interaction du TGF-bêta mature avec son récepteur. Sous cette forme, le TGF-bêta latent est donc inactif. Contrairement aux autres cellules immunitaires, ce que nous avons pu montrer, c'est que les Treg produisent le TGF-bêta latent en association avec une protéine transmembranaire qui s'appelle GARP. Et ceci résulte en une présentation en surface de la forme latente du TGF-bêta. Ce que nous avons pu observer également, c'est qu'à nouveau, contrairement aux autres lymphocytes T, les lymphocytes Treg sont capables de produire le TGF-bêta sous sa forme active, c'est-à-dire le libérer du LAP. Et ce TGF-bêta actif peut alors agir de manière paracrine à très courte distance sur d'autres lymphocytes avoisinants, dont les lymphocytes T effecteurs, y compris les lymphocytes T antitumoraux. Alors, GARP n'est pas seul à agir dans cette production de TGF-bêta actif par les lymphocytes Treg. Il agit avec une protéine hétérodimérique complexe qu'on appelle l'intégrine alpha-V bêta 8 qui contribue avec GARP à la production de TGF-bêta actif par les Treg stimulés via leur antigène et donc leur récepteur T. Alors, tout ceci, nous avons pu le montrer grâce au développement d'un outil extraordinairement utile, qui était nous avons développé deux anticorps monoclonaux capables de bloquer la production de TGF-bêta actif par les Treg humains in vitro, et nous avons pu montrer qu'ils fonctionnaient aussi pour bloquer la fonction de ces Treg humains in vivo. Ces deux anticorps sont donc des anticorps bloquants, et nous avons pu identifier cette propriété bloquante dans une large collection d'anticorps monoclonaux. Donc la capacité à bloquer la production de TGF-bêta actif est en fait assez rare parmi l'ensemble des anticorps anti-GARP monoclonaux que nous avions. Néanmoins, l'existence de ces anticorps bloquants anti-GARP permettait de démontrer qu'à la fois GARP et l'intégrine alpha-V bêta 8 étaient bien impliqués dans cette production de TGF-bêta actif. Cela dit, nous n'avions pas encore réussi à comprendre à ce moment-là comment le TGF-bêta était en fait relargué sous une forme active à partir de ces complexes GARP-TGF-bêta latents. Et nous ne comprenions pas non plus quel était le mécanisme d'action par lequel nos anticorps pouvaient bloquer ce mécanisme. Alors, c'est en cherchant à répondre à ces questions que nous avons franchi une étape cruciale dans nos recherches, qui était d'obtenir en fait de la structure tridimensionnelle de complexes constitués de GARP, du TGF-bêta latent et d'un fragment de nos anticorps bloquants. Cette structure cristallographique, donc cette étude de cristaux de complexes GARP-TGF anticorps par diffraction Moré-X, nous a permis d'observer la forme que peut prendre GARP. Et vous voyez que GARP est représenté ici
ici en rouge à nouveau, et il a cette forme extrêmement jolie d'un fer à cheval, qui est une forme qu'il partage avec toutes les autres protéines de la famille des leucine-rich repeat à laquelle il appartient. Et ce fer à cheval a un diamètre d'environ 85 angstroms. Alors, ce fer à cheval est en fait chevauché, enfourché par la molécule de TGF-bêta latent qui est représentée ici avec les 2 monomères de LAP et les 2 monomères du TGF-bêta mature. Alors cette interaction est extrêmement intime puisque l'extrémité N-terminale d'un des 2 monomères de LAP ici s'insère et contribue à la forme de fer à cheval de Garp. Alors ça c'est un détail évidemment qui n'intéresse probablement que les structuralistes, mais un autre détail qui lui a beaucoup d'importance, c'est l'observation de ces 2 boucles que vous voyez ici en noir, qu'on appelle les boucles de latence ou les lassos de latence. C'est Tim Springer qui a trouvé cette terminologie, et qui sont en fait des boucles du LAP qui couvrent les extrémités des doigts du TGF-bêta actif qui sont indispensables pour l'interaction du TGF-bêta mature en vert avec son récepteur. Et ceci démontre formellement qu'effectivement le TGF-bêta à la surface des Treg en association avec Garp est bien inactif, latent et ne peut pas interagir avec son récepteur. Le LAP, donc le TGF-bêta latent, est fermement ancré dans le Garp via l'établissement de ces ponts disulfures qu'on voit ici. Et de manière très intéressante, ce que vous voyez là, c'est à l'autre extrémité de la molécule. C'est à l'autre extrémité de la molécule avec l'autre extrémité de cette molécule que peut interagir l'intégrine alpha-V bêta-8. Alors ceci nous a permis de proposer un modèle pour l'activation du TGF-bêta à la surface des Treg. Vous voyez ici un Treg qui porte à sa surface ce fer à cheval de Garp en rouge qui est ancré par son domaine transmembranaire à la surface du Treg. Garp présente la molécule de TGF-bêta latent qui comporte le TGF-bêta mature en vert et le LAP qui embrasse le TGF-bêta mature et peut entrer en contact avec l'intégrine alpha-V bêta-8 qui peut transmettre des forces de traction qui vont mener à une déformation conformationnelle du LAP, son élongation et le relargage du TGF-bêta mature. Mais tout ceci ne nous dit toujours pas comment nos anticorps fonctionnent. Nos anticorps ne peuvent pas, en fait, interrompre l'interaction avec l'intégrine alpha-V bêta-8. Ces anticorps sont dirigés contre Garp et le site de liaison avec l'intégrine alpha-V bêta-8 est à beaucoup trop grande distance pour que nos anticorps fonctionnent comme ça. Nous savons d'ailleurs qu'ils ne fonctionnent pas comme ça. Par contre, ce que nous avons observé, c'est que le fragment FAB d'un de nos 2 anticorps bloquants est montré ici. Vous voyez sa chaîne légère en bleu clair et vous voyez qu'elle interagit avec des acides aminés de Garp et que la chaîne lourde, qui est en bleu plus foncé là, interagit certainement avec Garp, évidemment, via ce motif ici, par son CDR3, mais cette chaîne lourde interagit également avec des acides aminés, à la fois du TGF-bêta mature en vert et du LAP en noir. Alors à nouveau, ceci nous permet de comprendre comment fonctionne cet anticorps. Il colle probablement le TGF-bêta mature aux structures de Garp et du LAP. Et vous voyez ici l'anticorps, le fragment FAB, et plus précisément là l'empreinte qu'il laisse sur les complexes Garp, TGF-bêta mature et LAP. Et vous voyez donc qu'il cross-link, il induit des interactions croisées entre le TGF-bêta mature et Garp et le LAP et Garp. Et en faisant ce cross-linking, peut-être qu'il empêche l'élongation du LAP et qu'il contribue au renforcement du lasso de latence et de la camisole de force que forme le LAP autour du TGF-bêta latent. Tout ceci est fort bien, mais la question qui reste et qui est cruciale est: peut-on obtenir un bénéfice thérapeutique de l'utilisation d'anticorps dirigés contre des complexes Garp-TGF chez des patients qui souffrent de cancer, dans le contexte du cancer? Alors ça, nous avons dû poser cette question en utilisant des anticorps dirigés contre les complexes urins. Et nous avons pu poser cette question chez la souris, des souris balsées, transplantées avec des cellules tumorales syngéniques. Vous voyez ici chaque ligne représentant une souris individuelle, que ces tumeurs croissent très rapidement chez la souris, et nos anticorps anti-Garp-TGF, seuls, en monothérapie, ne peuvent pas induire de régression.
Les anticorps antipédéens, qui sont le benchmark dont on a parlé tout à l'heure dans le domaine de l'immuno-oncologie, n'induisent que peu de réponses chez ces souris, puisqu'ici vous voyez que seules 2 à 3 souris vont rejeter leur tumeur après traitement avec l'antipédéen. Et ce que nous avons pu observer, c'est que si l'on combine les antipédéens avec les antigarpes, maintenant nous doublons le nombre de souris, la proportion de souris qui est capable de rejeter cette tumeur suite à un traitement avec ces antipédéens. Alors, bien sûr, chez la souris, c'est très encourageant, mais peut-on montrer que chez les patients souffrant de cancer, on peut trouver des Treg exprimant GARP au sein de leur tumeur, qui est une condition en fait sine qua non pour espérer que nos anticorps puissent avoir une efficacité thérapeutique quelconque. Alors ça, nous avons pu le montrer ensemble avec Nicolas Valbaron, qui est ici aussi dans la salle. Et donc avec Nicolas, nous avons regardé dans des métastases cutanées des patients atteints de mélanome, métastases cutanées que nous avons dû examiner sous une forme congelée, parce que malheureusement nos anticorps ne fonctionnent pas sur des coupes en paraffine, fixées en paraffine. Mais donc sur ces coupes congelées, nous avons pu voir qu'effectivement, dans certains mélanomes, on peut trouver ces Treg qui expriment GARP à leur surface. Et on comptant le nombre de ces cellules au sein d'une vingtaine d'échantillons de mélanome, nous avons pu constater qu'il y avait en fait 2 types de mélanomes. Vous voyez très clairement ici, un tiers de ces mélanomes comporte un nombre significatif de Treg et de Treg exprimant GARP, un nombre significatif avec une densité qui ressemble à celle qu'on trouve dans les amygdales, par exemple. Les 2 autres tiers de mélanome présentant beaucoup moins de ces Treg. Alors, à quelle sous-population de mélanomes correspondent ces mélanomes dans lesquels on peut trouver beaucoup de Treg GARP positifs? Eh bien ça, Nicolas a pu étudier ça en regardant en faisant des analyses de RNA-seq sur ces mêmes échantillons de mélanomes. Et très très brièvement, nous pensons qu'en fait on trouve essentiellement des Treg exprimant GARP dans des métastases de mélanome qui sont enflammées et déjà infiltrées par des T activés. Ce qui a été assez intéressant, c'est de voir aussi que probablement ces Treg sont aussi associés, la présence de ces Treg exprimant GARP est aussi associée avec une signalisation plus importante par le TGF-bêta, suggérant donc que ces Treg sont bien actifs dans ces tumeurs et que donc ils pourraient représenter une forme de résistance adaptative à l'immunité antitumorale. Alors ça, nous ne le saurons en fait que lorsque nous pourrons tester ces anticorps anti-GARP TGF-bêta dans des essais cliniques chez des patients. Et ces essais cliniques en fait ont débuté cette année grâce à évidemment la société de biotechnologie Argenex avec qui nous avons développé une partie de ces anticorps anti-GARP TGF-bêta. Argenex, une société de biotechnologie localisée en Flandre, qui est entrée dans une collaboration avec la firme pharmaceutique AbbVie, qui a commencé donc des essais cliniques au mois de mars de cette année, des essais cliniques de phase 1. Voilà. Alors je voudrais juste terminer par 2 petites questions qui ont toute leur importance en fait. Pourquoi diable voudrions-nous utiliser des anticorps anti-GARP TGF-bêta par opposition à ce qui est déjà disponible par ailleurs? Eh bien, nous pensons que 2 intérêts principaux de ces anticorps sont les suivants. D'une part, ils permettent d'inhiber la fonction des Treg sans en fait détruire, déléter, tuer ces cellules. Et ça nous permet d'envisager éventuellement que ces anticorps pourraient avoir une toxicité auto-immunitaire plus limitée que celle qu'on peut observer avec des anticorps qui en fait déplètent les Treg. D'autre part, nous pensons également qu'avec ces anticorps, nous pouvons bloquer l'activité du TGF-bêta 1 qui provient d'une source très limitée et extrêmement bien définie, une source cellulaire limitée et bien définie correspondant aux Treg ou aux cellules exprimant GARP. Ceci, évidemment, permettrait d'avoir une toxicité réduite également par rapport aux anticorps qui ciblent le TGF-bêta lui-même, qui, évidemment, pourrait, à cause des effets potentiellement suppresseurs de tumeurs du TGF-bêta, des anticorps bloquant toutes les isoformes du TGF-bêta, quelle que soit leur source cellulaire, pourraient avoir des effets toxiques relativement importants.
Et voilà, c'était donc l'ensemble des travaux que nous avions proposés pour ce prix. Et je tiens ici à remercier, donc, comme je le disais, toute mon équipe actuelle, ici, en gras, et les personnes qui sont indiquées ici ont quitté le laboratoire depuis, mais ont également contribué à ce travail. Et je tiens aussi à remercier donc, nos collaborateurs chez Argenx, avec qui nous avons une très très belle collaboration scientifique. Et enfin, Savas Savides et son groupe au VIB à Caen, qui nous a aidés pour ces études de cristallographie au rayon X. Voilà. Ça, Non, pas de ça. Monsieur Emmanuel Anon va nous présenter le prix GSK avant de le décerner. Bonjour à tous, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers collègues, Dr Sophie Lucas, vraiment une présentation très impressionnante. Donc je vous remercie aussi pour me donner l'opportunité de positionner un peu c'est quoi ce prix, pourquoi est-ce que GSK fait cela. En fait, ça commence par l'importance du continuum entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Et tout l'effort qu'il faut faire après pour mettre à disposition les produits de ces découvertes pour les patients. Et donc ma compagnie se joint à cette ambition à travers la remise de ce prix. Et donc je voudrais en fait illustrer mes propos avec un domaine que je connais bien, celui du monde des vaccins. Dans ce domaine, il faut dans certains cas plus de 20 ans pour découvrir, développer et enfin enregistrer un nouveau vaccin. Et donc c'est une somme incroyable de découvertes à chaque étape de ce long chemin, découvrir ce que sera la composition du vaccin, découvrir les méthodologies pour pouvoir assurer sa production à large échelle, découvrir quelle est la manière la plus optimale de l'utiliser chez le patient. C'est vraiment la réunion de nombreuses expertises présentes au sein d'une entreprise, mais aussi expertises présentes au sein de nos universités dans le monde entier, mais aussi en Belgique. Et donc on considère trop souvent que le monde de la recherche académique et celui de l'industrie, on considère ces mondes comme étant deux mondes presque indépendants, et c'est tout simplement faux. Donc GSK dispose de 40 vaccins commerciaux, nous en avons 15 en développement. Nous sommes devenus effectivement le leader mondial des vaccins, et cela grâce au partenariat public-privé. Nous avons plus de 150 partenariats à travers le monde, plus de 18 en Belgique. Et par exemple, la compréhension que nous avons des adjuvants, qui est un des avantages technologiques que l'on a pu développer, c'est un exemple parfait parce qu'il découle de nombreuses collaborations en Belgique avec différentes universités et vraiment de la recherche de haut vol. Donc, on veut clairement continuer à faire cela et donc on continue à investir dans des événements avec les collègues académiques pour assurer réellement ce continuum entre la recherche scientifique belge et le monde de l'industrie. Donc la remise de ce prix fait partie intégrante de cette stratégie et je voudrais dire deux mots à propos du monde des vaccins parce qu'il se connecte vraiment bien avec le sujet qui a été présenté. Le monde des vaccins est en train de passer, va subir à mon sens un grand virage. La plupart des vaccins aujourd'hui ont été utilisés à des fins prophylactiques, donc pour prévenir les maladies plutôt que pour les traiter. Je pense qu'il y a assez de données scientifiques maintenant qui indiquent que les vaccins pourraient aussi utiliser à des fins thérapeutiques, y compris dans le domaine du cancer. Et donc je suis vraiment particulièrement content de remettre ce prix qui touche un de ces domaines. C'est une découverte qui permet vraiment de comprendre comment le système immunitaire peut être bloqué, empêché d'agir vis-à-vis d'une tumeur. Donc c'est clairement une découverte essentielle qui pourrait constituer une nouvelle arme mise à la disposition du corps médical et peut-être aussi une découverte qui augmente les chances de mettre au point une stratégie vaccinale contre le cancer et potentiellement un partenariat pour le futur. Donc je voudrais vraiment encore féliciter le docteur Lucas pour cette découverte et pour ce prix.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie.